Bien, bien, bien le bonsoir, mes bombes de quantité nucléaire. Comment allez-vous? Nous sommes présents aujourd'hui pour mes analyses et prédictions de l'UFC 288 Sterling face à Cejudo. Une très bizarre mais bonne carte, je dirais, dans le sens que ce main event-là, man, c'est quelque chose. C'est quelque chose, les amis. Parce que c'est à la fois un des meilleurs combats, selon moi, que l'UFC peut mettre sur pied, là, toutes divisions confondues. On a Aljamain Sterling qui est sur toute une séquence de victoires, la façon dont il a réussi à overcome Peter Yan. C'est sûr que son dernier combat contre Dillashaw, c'est quelque chose de différent. Je pense que TJ est arrivé là tellement blessé qu'il n'avait aucune chance de gagner ce combat-là. Mais bref, Sterling, étrangement, là, semble fulfill sa prophétie de quand il est un prospect qui est arrivé. Tout le monde dit, ah, lui, il va être champion un jour. Puis un moment donné, tout le monde a comme juste arrêté de croire ça. Et puis finalement, il est devenu champion. Puis il semble maintenant être un champion légitime là, dans sa division, qu'on pense ce qu'on veut de lui. Et puis, ben, Henry Cejudo est probablement un des 10 meilleurs combattants de l'histoire des arts martiaux mixtes, là, si on est bien honnête. Double champion, celui qui a mis fin à la winning streak légendaire de Mighty Mouse. Écoute, tout un combattant, médaillé d'or olympique, athlète de niveau incroyable qui s'est habitué, qui s'est adapté au MMA tellement rapidement. Il y a un moment que Henry Cejudo arrivait de combat en combat puis il faisait des choses complètement nouvelles, complètement différentes, que t'es genre, comment il vient d'intégrer ça à sa game, lui qui est déjà un lutteur de calibre international. Fait que, le combat en tant que tel, il est excellent, il est incroyable, puis on devrait être vraiment hype. Puis on ne l'est pas parce qu'il n'y a personne qui les aime, ces deux gars-là. Autant, genre, au niveau pay-per-view, whatever. Dans le fond, là, rewind. Ce que j'essaie de dire, c'est pas que le monde. Parce que ne pas être aimé peut être un atout assez incroyable. Il y a un paquet industriel de monde qui achète des pay-per-views de Conor McGregor pour le voir se faire péter la gueule. Même chose pour Chael Sonnen dans le temps, Colby Covington. Il y a plein de fighters comme ça que le hate font d'eux des draws. Sterling et Cejudo reçoivent en masse de hate, mais pas assez pour que le monde ait envie de payer pour les voir se battre, malheureusement. Fait que c'est comme le pire sorte de hate parce que c'est comme de l'indifférence un peu qui reçoivent des partisans. Puis ça devrait pas être le cas, mais moi-même, je me retrouve dans une situation où, tu sais, je suis content que ce combat-là arrive samedi soir. Est-ce que je suis hype puis toute la semaine j'ai pensé à ça? Absolument pas, tu sais. Puis pourtant, ça va être un combat incroyable. Je suis sûr que ce combat-là va deliver. Puis c'est ça qui est drôle par rapport à cette carte-là, c'est que j'ai l'impression que il y a plus de hype derrière le co-main event, qui est aussi un combat de 5 rounds, un combat qui va déterminer le number one contender, pas pour le prochain title fight, mais l'autre après, dans la division des welterweight, puis il va arriver 500 000 à faire, puis finalement, ça sera plus ça. Là, on sait comment ça se passe, mais bref. En théorie, entre guillemets, sûrement qu'une promesse que l'UFC a faite à ces gars-là pour qu'ils prennent le fight, là, tout simplement, parce qu'il y avait besoin d'un co-main event, parce que c'est supposé être Oliveira face à Dariush, puis il y a eu une blessure, on le sait, ça a été reporté à Vancouver, et c'est ça. C'est ça qui se passe, mais honnêtement, je suis beaucoup plus convaincu que le main event va deliver en termes de combat que le co-main event on aura la chance d'en reparler, mais je pense qu'il y a une couple de conditions alentour de ce combat-là qui me font douter du fait que ça va être un bon combat. Donc, à suivre, à voir, mais bref, toute cette longue préambule pour vous dire que je suis là pour mes analyses et prédictions complètes de chacun des combats de cette carte-là. Il y en avait 14 à matin quand j'ai écrit la carte. Je me suis réveillé après ma journée, I guess, de sommeil vu que je travaille la nuit. Puis t'es rendu à 13 combats. On a perdu Willy Cat face à Johnny Munoz, qui allait quand même un bon combat sur les prelims, mais on a 13 combats. On parle de chacun de ces combats-là. Maintenant, main event, Aljamain Sterling, Henry Cejudo. C'est vraiment un bon combat. C'est vraiment un excellent combat. Puis, il y a tellement d'aspects différents de ce combat-là qui le rendent excessivement intriguant. Puis, je pense que le premier, évidemment, c'est le layoff de Henry Cejudo, qui n'a pas été en action depuis l'année 2020, début 2020, là, si je me rappelle bien. Et puis, tu sais, c'est comme un peu play, là. Il played himself, comme on dirait en anglais, le chum Cejudo, parce qu'il a comme
annoncé sa retraite, mais c'était comme la retraite la moins sincère de l'histoire des arts martiaux mixtes. Clairement, le gars voulait comme, tu sais, genre menacer la retraite, puis que l'UFC disait ah non, tu sais, t'es un gars valuable pour nous, donc on va t'offrir plus d'argent pour que tu restes. Et puis, tu sais quoi? L'UFC n'avait pas une scène de plus à donner à Henry Cejudo, puis ils l'ont carrément mis sur la shelf, puis il a passé ces 3 années-là à call out Volkanovski, puis un tel, puis un autre tel, puis je vais revenir, puis je vais faire ci, puis je vais faire ci, puis je vais me battre pour la belt 145, je vais devenir quadruple C ou C4, whatever de ce qu'il dit. Puis tout le monde s'en sacrait, malheureusement, tout le monde s'en sacrait. Mais j'ai tendance à. Tu sais, t'as Dominic Cruz qui dit que le ring rust, ça n'existe pas. J'ai tendance à penser que c'est vrai pour certains, puis c'est vraiment pas vrai pour d'autres. Puis s'il y a comme un combattant que j'aurais tendance à penser que c'est vrai pour lui, c'est Henry Cejudo. La première raison et la raison principale étant parce que ce gars-là, comme j'ai dit, selon moi, là, c'est un des 10 meilleurs fighters de l'histoire du sport, probablement. Autant en termes d'accomplissement, de résumé que de talent. Tu sais, des fois, comme je sais que c'est un sujet controversé, là, je ne veux pas rentrer là-dedans, mais moi, je pense que Khabib est un des meilleurs fighters qu'on a vu là, dans la cage, probablement top 3, 4. Est-ce que le gars, il a les accolades, le résumé derrière lui pour back up ça? Absolument pas. Zéro pin bar. Mais des fois, le talent pur dans la cage, c'est comme c'est quelque chose que tu vois puis que tu peux pas. C'est dur de discount ça quand tu viens le temps d'essayer de trouver c'est qui le meilleur dans l'histoire du sport ou whatever, whatever. Henry Cejudo, je pense que c'est un genre de Khabib dans ce sens-là. Le gars est absolument incroyable. Il est passé d'un lutteur pur et simple qui savait à peine striker à son combat contre Wilson Reis, qu'on dirait qu'il avait une genre de karaté stance, une boxe incroyable, un jab tellement rapide, puis son 1-2 qui sortait là, à une vitesse incroyable, même pour les flyweight, qui est la division la plus rapide dans l'UFC. Donc, j'ai tendance à penser que ce gars-là est un athlète exceptionnel. Tout simplement un athlète exceptionnel, ce qui est probablement absolument le cas parce qu'il gagne une médaille d'or olympique en lutte, puis tu feras pas ça sans être un athlète exceptionnel. Et puis, tout ça pour dire que je pense que des gars comme ça, comme John Jones, qu'on vient tout juste de voir, ils pourraient ne pas se battre pendant 17 ans, puis revenir, puis être encore, s'ils sont encore dans le pic de leur habilité physique, être encore incroyable, puis un bon combattant et tout. Maintenant, est-ce qu'il est encore dans le pic de ses habiletés physiques? C'est là que la question se pose, parce que Henry Cejudo a 36 ans. C'est sûr que Sterling n'est pas tant plus jeune. Ben, il a 33 ans, c'est un 3 ans de différence qui a l'air gros parce que 35 et plus dans le sport, automatiquement, tu es rendu vieux. Même si on le sait que c'est pas vraiment le cas partout, surtout en MMA. Souvent, ça a plus rapport avec le dommage que tu as pris avant. Mais Henry Cejudo, dans ces plus petites divisions de poids-là, je pense que ça a comme un peu été prouvé que plus le temps avance, plus ça devient difficile. On voit Dominic Cruz qui est plus vieux, qui est encore capable d'être un top 10 fighter parce que lui aussi, là, il est incroyable. C'est peut-être le GOAT. Là, je sais qu'on parle un peu de GOAT. Si Cejudo bat Sterling, est-ce que c'est le GOAT? Si Sterling bat Cejudo, est-ce que c'est le GOAT des bantamweight? Dominic Cruz aura un mot à dire là-dessus sans aucun doute. Puis ce gars-là, il est encore là, puis il est encore capable d'être un top 10 fighter dans probablement la meilleure division dans tout le sport, mais il n'est plus capable d'être le fighter absolument élite champion du monde qui était avant. Est-ce que ça va arriver à Cejudo? Cejudo est tellement un athlète incroyable que ça, le temps et l'âge, c'est comme Yoel Romero puis DC, ça n'a juste pas d'importance pour lui. Fait que, tu sais, je serais porté à pas trop être inquiet côté ring rust, âge, toutes ces affaires-là. Ce qui nous mène à l'autre, selon moi, grands enjeux de ce combat-là. Et puis, c'est la différence de grosseur. On a un gars qui mesure 5 et 4 à Henry Cejudo, qui est clairement un flyweight, qui a 64 pouces de reach, donc qui, non seulement est petit, mais il a des petits bras. Fait que ça, c'est difficile pour lui en termes de match-up que d'affronter Aljamain Sterling, qui est un gars qui mesure 5 et 7, qui a 71 pouces de reach, donc qui est un gars avec assez de reach pour la division en général, et qui, en plus de ça, se sert beaucoup de ses pieds, là, généralement. Donc, ça ajoute encore plus de reach entre les gars. Une partie de moi qui se dit ça va être crucial dans le combat. Il y a une autre partie de moi qui me dit Henry Cejudo
en théorie, est lutteur, bien que le gars ne lutte pas vraiment. Puis ça ne me surprendrait pas que le game plan pour Cejudo, ça soit de rester debout. Puis que pour Sterling, en fait, le game plan, selon moi, ça doit être de grapple un peu. Je pense pas que Aljo va être capable, pendant 5 rounds, de maintenir sa distance en tout temps et de ne jamais se faire tag par Henry Cejudo. Surtout que Aljo est un combattant qui a tendance à fade. Là. Au 4e, 5e round, c'est un combattant qui commence tellement rapidement dans ses combats qui a tendance à fade. Puis ça m'amène à. C'est comme le 3e enjeu principal de ce combat-là, selon moi. C'est le fait qu'on a un super fast starter en Aljo qui fade plus tard dans le combat contre Henry Cejudo qui est quand même reconnu pour prendre son temps le premier round. C'est pas Peter Yan. Là. Loin de tout ça, le gars prend pas 2 rounds off, puis après, il faut qu'il gagne chaque seconde du combat s'il veut pas perdre. Mais il aime ça, avoir un round pour prendre ses informations, puis un peu comme soit confirmer son game plan ou voir s'il n'y aurait pas des petits ajustements à apporter à son game plan avant de vraiment foncer puis partir la machine au round 2. Donc, c'est un match-up fascinant. Je pourrais vous en parler encore pendant des heures. C'est déjà comme 12 minutes, 11 minutes qu'on est ici, puis on est encore sur le main event. C'est vraiment un bon match-up. Puis, tu sais, l'affaire qui m'intrigue vraiment ici, c'est que sans aucun doute, Henry Cejudo est le meilleur lutteur des deux. La différence de grandeur joue peut-être un peu même en sa faveur ici parce qu'on s'entend que le lutteur veut change level, veut se retrouver dans les jambes ou même en body lock, le plus bas que ton body lock est, puis que tu peux casser les hanches de ton adversaire. C'est de même que tu es capable d'aller chercher des très bons body lock takedown en général. Ça peut avantager Cejudo, mais Aljamain Sterling, je pense même pas que c'est un gars que je voudrais clinch avec parce qu'on l'a vu contre Peter Yan, on l'a vu dans beaucoup de ses combats. C'est pas quelqu'un qui, même si c'est un excellent lutteur, là, en fait, c'est un très très bon lutteur pour la division Bantamweight, mais même si c'est un excellent lutteur, Aljamain Sterling n'a pas besoin de te lutter pour grapple avec toi. Il y a tellement des backtakes incroyables. On l'a vu contre Sandhagen, on l'a vu contre Peter Yan. Le gars du clinch debout est capable de prendre ton dos. Et puis ça, s'il est capable d'aller chercher ce back control-là, qui c'est sa spécialité, c'est sa meilleure position. Puis honnêtement, même si comme Peter Yan, tu défends super bien, puis tu n'es pas quelqu'un qui est jamais en risque d'être soumis, tu vas gagner ce round-là. Moi, je veux pas vivre dans un univers où tu as le back control sur un gars pendant 5 minutes avec un body triangle puis que tu ne gagnes pas ce round-là. Puis Aljamain Sterling, vraisemblablement, chaque fois que tu clinches avec lui, tu es comme un peu en danger de te faire ça. Donc ça va rendre le match-up très, très fascinant pour Henry Cejudo qui va devoir rentrer dans un espace où Aljamain Sterling va pouvoir mettre la main sur lui pour pouvoir le frapper. Puis après, il va devoir sortir de là sans qu'Aljamain Sterling mette la main sur lui. Puis il est tellement rapide, il est tellement athlétique que ça ne me surprendrait vraiment pas qu'il soit capable de faire ça. Mais on ne le saura pas vraiment tant qu'on ne verra pas le fight. Et puis, écoutez, pour ce qui en est du pic, j'en ai vraiment aucune idée de qui va gagner ce combat-là. Mais mon bottom line, c'est que je ne peux pas vraiment pick contre Henry Cejudo. Le gars est un champion dans 2 weight classes. Puis Aljamain Sterling, oui, il a des super belles performances, mais contre Peter Yan, c'était par la peau des fesses. Il y a beaucoup de ces combats que ça a été par la peau des fesses, que c'est des. Quand il n'est pas capable de soumettre son adversaire, ça devient des décisions. Comme on dit, il perd un peu d'énergie, plus le combat avance, plus le round 5, fin du round 4, ça devient plus compliqué. Puis je pense pas que tu peux te permettre de donner des petits moments à Henry Cejudo pour que le gars fasse juste te take over complètement. Puis je vais juste pick Henry Cejudo ici par décision pour gagner la belt dans son comeback. Puis encore une fois, le solidifier qui est un des plus grands combat sports athlètes qu'on a jamais vu. Même si ça fait plaisir à absolument personne de dire ça, moi inclus. Mais écoutez, c'est ça. Combat fascinant. Ça nous mène au co-main event. Belal Muhammad, Gilbert Burns. Combat fait extrêmement dernière minute sur 5 rounds qui va peut-être un jour éventuellement déterminer un number one contender pour dans 2 title fights quand le prochain title fight n'est même pas encore booké lui-même. Donc, tu sais, qui sait pourquoi ces deux-là se battent vraiment, mais c'est un combat excessivement important pour la division. On ne peut pas passer à côté de ça. 2 top 5 fighters sans aucun doute. Et puis,
je veux pas encore une fois mettre trop de poids dans les X-Factor ici. Les X-Factor étant du côté de Gilbert Burns, c'est son 3e combat dans l'année. Et puis, on a vu que être actif tout pour l'UFC, c'est génial. Tu peux te battre à toutes les petites cartes, puis t'es un nom que le monde connaît. Eux autres, ils vont t'aimer, là, puis tu vas donc être leur idole, puis tout, jusqu'à temps que tu perdes, puis ils vont s'en coller de toi après ça. Puis ça a comme été prouvé un peu que dans certains cas, être vraiment actif comme ça, puis faire des quick turnarounds, puis beaucoup de weight cut dans une année, un moment donné que ça peut avoir des diminishing returns, tout ça. Puis Gilbert Burns, on est au mois de mai, ça va être son 3e combat, donc sa 3e weight cut, la 3e fois qu'il va prendre du dommage dans un combat contre Masvidal. C'est sûr que ce combat-là n'a pas été grand-chose. Il n'est pas comme arrivé grand-chose pendant 2 rounds, puis là, finalement, Gilbert Burns un peu take-over au 3e, ce qu'on aimait voir, mais je pense qu'on s'attendait à une performance un peu plus dominante. Là, tout le monde checkait ce combat-là en se disant Masvidal est fini, il est là avec ses kids, puis il sait que c'est son dernier fight, là, il sait que ça va à l'abattoir, puis Burns c'est un tueur, il va l'amener à l'abattoir, puis il l'a pas amené à l'abattoir, il a donné un 15 minutes bien, je veux pas dire bien slow, mais c'était pas un super bon combat, honnêtement, Gilbert Burns contre Jorge Masvidal. Et puis, Burns a gagné, il avait pas de choix, il ne pouvait pas se permettre de perdre ça, mais un quick turnaround contre Belal. Belal, son gros X-Factor, évidemment, c'est le Ramadan. Comme j'ai dit sur le podcast, je veux pas mettre trop de poids là-dessus, parce qu'autant que oui, faire le Ramadan, c'est sans aucun doute quand même une grande épreuve. Le dude, bin musulman, since he was young, il est pas mal né de même, il s'appelle Muhammad, ok? Fait que c'est pas la première fois qu'il fait le Ramadan, c'est probablement, même à ma mémoire, battu pendant le Ramadan à un moment précis de sa carrière. Et donc, tu sais, le gars, Binder done that. C'est sûr que là, il essaie de se magasiner un catchweight. C'est très short notice pour lui qui, tu sais, on s'entend pendant le Ramadan, peut-être qu'il s'entraîne un petit peu s'il y a bien de la volonté, mais c'est comme le gars, il est top 5 dans la division, c'est un excellent fighter. S'il ne s'entraîne pas pendant quelques temps, il ne va pas en reperdre ni rien. Là. Ça va prendre 1 semaine et demie dans le gym, puis il va être revenu full régime comme il était avant. Donc, à quel point Belal s'entraînait, puis tout ça, c'est la question qu'on peut se poser par rapport à justement le fait qu'il essayait d'avoir un catchweight pour ce combat-là, puis tout ça, puis tout ça. Mais bref, mon analyse est plate ici, les chums. Vraiment plate. Vraiment très, très plate. Puis c'est juste que Belal Muhammad, il est bon, man. Puis c'en est un autre combattant qui se voit un peu réserver le même sort que Sterling et Cejudo, là, dans le sens que le monde ne l'aime pas, mais il l'aime pas assez pour payer pour le voir se faire péter la gueule. Donc c'est un autre combat qui est un autre combattant qui reçoit du hate, mais qui est un peu comme frappé par l'indifférence des gens, même si c'est un fighter absolument élite selon moi. Puis écoute, c'est juste mon. Je pique Belal, man. Ça me fait chier. Je pique Belal parce que Belal, là, il est excessivement complet. Peut-être même tout à fault. C'est comme quand tu penses à des bons, well-rounded fighters qui peuvent tout bien faire partout. Belal Muhammad, c'est exactement ça. Puis il a juste un round winning style. C'est un gars qui, de par les petites choses qu'il fait, en fait plus que son adversaire la majorité du temps. Puis a un style de combattant qui paraît bien pour les juges. Tout simplement. Il mixe bien ses takedowns, mais c'est pas un gars qui va spammer des takedowns en avoir l'air d'un gars là, qui est carrément perdu sur un single leg, puis là, qui perd un round comme ça parce qu'il l'aime pas aucun takedown, puis il a la clown. Non, tout est tellement bien blendé un dans l'autre. Il est capable de bien camoufler ses takedowns avec ses strikes. Il est bien capable de passer des belles strikes parce qu'il va faker un level change. Sa clinch game est solide. Tout ce qu'il fait, c'est solide, c'est technique, c'est bon. Puis ce gars-là, il n'a pas le choix d'être de même. Parce que Gilbert Burns, oui, il est plus vieux que tout. C'est un bien meilleur athlète que Belal Muhammad. Probablement plus rapide que Belal Muhammad. Il est assurément beaucoup plus puissant que Belal Muhammad en termes de punching power, etc. Mais est-ce que 5 rounds debout contre Belal Muhammad, Gilbert Burns va consistamment, là, à chaque round, en faire assez pour se sauver avec ce round-là? Je pense pas. Je pense que Belal, comme le style fait pour gagner 3 des 5 rounds d'un combat de 25 minutes. Puis je pense que c'est ça qui va arriver ici. Je pense que ça va être serré. Je ne sais pas si ça va être un si bon combat que ça. Honnêtement, j'ai très peur à cet effet-là pour être bien franc avec vous, surtout que c'est sur 25 minutes.
Mais je pense que ça va être très serré. Je pense que ça va être compétitif. Puis je pense que Belal va en faire juste assez pour gagner ce combat-là. Puis c'est ça qui va arriver. Donc, Belal par décision ici. Ce qui nous mène au reste de la main card. Là, on va essayer d'aller plus vite pour le restant des combats, vu que j'ai pris 20 minutes sur 2 combats. Mais je pense que c'est 2 combats qui méritaient le temps. Jessica Andrade, Yan Xiaonan. Écoute, je pense qu'à 115 livres, on a moins de danger de voir Jessica Andrade juste se faire complètement bully comme on l'a vu se faire bully par Erin Blanchfield à 125 livres. C'est sûr que Yan Xiaonan est grande, 5 pieds 5. Étrangement, elle n'a qu'un seul pouce de reach sur Jessica Andrade qui mesure 5 et 1. Mais tu sais, Yan Xiaonan, c'est une bonne fighter, mais c'est plate à dire, c'est un peu la Walmart Weili Zhang. Elle a un peu le même style que Weili Zhang, mais sans la physicalité. Puis Jessica Andrade, c'est 100% physicalité, c'est female John Lineker. Elle va essayer d'aller de l'avant, c'est une petite boule de muscle, elle va te body punch à côté beaucoup plus que la majorité des gens body punch en MMA en général. Et puis elle est capable de elle n'est pas vraiment bonne en lutte, elle n'est pas vraiment bonne en grappling. De là pourquoi elle se fait constamment soumettre quand elle perd. Mais elle est agressive, elle est puissante, elle est explosive, puis c'est une petite tornade qui te court après comme si c'était John Lineker, justement. Puis ça fait que souvent ses takedowns marchent, souvent ce qu'elle fait, ça marche, même si elle n'est pas super bonne techniquement à le faire. Puis elle va gagner, man. Elle va gagner par décision aussi. Là. Je vois pas comment. Qu'elle perdre, ben, elle peut perdre, mais en tout cas, je serais surpris. Movzarov, Evloev, Diego Lopez, combat short notice sur quelques jours de préavis après que Bryce Mitchell a essayé de guérir ses ringworms avec des médicaments pour vaches. C'est pas une joke, les chums. C'est vraiment pas une joke. J'aimerais ça que ça soit une joke, mais ça n'en est pas une. Et puis, finalement, ça n'a pas marché. Fait que, évidemment, tu sais, fait qu'il y a encore des ringworms, ne peut pas se battre. C'est Diego Lopez qui prend sa place. Combattant expérimenté, le 26 combats pro, déjà bon grappler, bonne submission game. Il affronte Movzar Evloev. Je voudrais bien passer 15 minutes à vous expliquer en fin détail la game de Diego Lopez. Il va se faire absolument passer sur le corps par Movzar Evloev, qui n'est pas un grand finisher, mais qui va probablement être un peu pas mal meilleur que lui debout. Puis honnêtement, l'aspect grappling qui est fort de Diego Lopez, c'est pas une bonne idée d'essayer ça contre Movzar Evloev qui va te lutter jusqu'à ta mort là, si tu essaies de faire ça. Donc, Movzar all the way sur ce combat-là. Ce qui nous mène au combat que vous voulez probablement le plus m'entendre parler d'eux, entre vous et moi. Kron Gracie, Charles Jourdain, quel hostie de match-up ridicule dans le meilleur sens du terme. Man, les pourcentages de chances qu'il n'arrive pas de quoi de vraiment en cave dans ce combat-là sont très faibles. On s'entend, là, sont très faibles parce que t'as, je pense, le striker versus grappler match, là, the quintessential one, là, le plus classique que tu peux penser. Puis, ce qui rend ce match-up-là absolument hilarant, c'est que les deux, c'est vraiment pas des grands lutteurs. Fait que c'est comme si tu me dis, oh non, Kron Gracie arrive puis il va take down Charles Jourdain au premier round, chose qui arrive dans toutes ces hosties de combat. Charles se fait take down au premier round, puis un moment donné, au troisième round, t'es plus capable de le take down par tout parce que là, c'est rendu third round, Charles Jourdain, Mythical Fighter. Mais au premier round, il y a tout le temps, on dirait qu'il faut qu'il se fasse comme faut qu'il comme goûte à la façon dont son adversaire lance ses takedowns. Puis là, il est genre, oh, ouais, je sais défendre ça, ce takedown-là. Puis là, à partir de là, ça va mieux. Mais ça arrive tout le temps. Il se fait tout le temps un peu grapple dans ses combats. Puis ça fait peur en tabarnak contre Kron Gracie, qui est probablement, tu sais, dans les Gracie actifs, le seul qui est encore legit fucking bon au sol, le genre top level Jiu-Jitsu competitor avant qu'il joigne le MMA pour devenir le Diaz brother brésilien peu sympathique qui est weird, là, qui est un nasty de weirdo, autant dans la façon dont il se bat que dans la vie en général. Puis ça, on ne rentrera pas nécessairement là-dedans, mais bref. Ça, c'est hilarant parce que si tu me dis Gracie va arriver là, va emmener Charles Jourdain au sol, puis il va probablement le soumettre au premier round. Je suis comme, ouais, ça se peut, man, honnêtement. Possibilité. Mais si tu me dis que Kron Gracie arrive là, puis il n'est pas capable de take down Charles Jourdain for shit,
Ça me surprend pas non plus, tu comprends? Parce que c'est comme les deux, c'est pas des grands lutteurs. Fait que c'est laquelle des pas super bonnes luttes qui va avoir l'avantage sur l'autre. Une affaire où il faut faire attention aussi pour Charles, moi je pense que le clinch est vraiment très à éviter. Puis heureusement, là, je pense qu'il sait vraiment. Là, si on l'écoute parler avant ce combat-là, je pense que Charles, c'est une personne qui est crissement au courant de ce qu'il faut qu'il fasse, puis ce qu'il faut vraiment pas qu'il fasse dans ce combat-là, c'est lui. Maintenant, est-ce qu'il va être capable de respecter ça ou il va juste devenir Wildman Charles Jourdain qui se bat crissement sur l'instinct des fois, on dirait, mais que c'est comme ça va très bien pour lui parce que on va revenir sur la bataille instinct slash VS combattant plus réfléchi. Là. Ça, on va avoir un match-up qui je pense qui est défini par ça plus tard. Mais Jourdain, c'en est un là, qui se bat sur l'instinct. Visiblement, ça peut l'amener très, très loin, voire même avoir du succès dans l'UFC. Je pense qu'il essaie un peu de se détacher de ça. Récemment, là, si tu l'écoutes parler avant ce combat-là, il s'est fait demander au Media Day, est-ce que ça se peut que tu aies un quick turnaround après ce combat-là? Peut-être sûrement faire allusion à la carte de Vancouver. Puis il a dit non, j'ai fait ça assez souvent, puis ça a comme été un peu à mon détriment. Fait que là, je veux vraiment prendre le temps de bien me préparer spécifiquement pour chaque adversaire. Puis je pense qu'il est rendu au stade de sa carrière où c'est comme une bonne idée de faire ça. Oui, chaque combattant a toujours des choses à travailler, mais je pense que on rentre à un stade aussi où Charles Jourdain, là, il est rendu à 26-27 ans. C'est plus un jeune homme. Ça devient un homme. Puis il est dans le pic de sa carrière, le pic de ses habiletés physiques. Puis le gars qui est Charles Jourdain, c'est ça, là. C'est plus vraiment un prospect qui, on va voir, là, arriver avec des choses complètement différentes dans sa game de combat en combat. Je pense que le Charles Jourdain qu'on a, c'est ça. C'est un excellent striker. Un gars qui va probablement struggle un peu plus avec le grappling au courant de sa carrière qu'avec le reste. Puis surtout quelqu'un qui, genre, devient de plus en plus inarrêtable plus le combat avance. Il y a un peu l'étiquette de slow starter aussi, mais comme on dit, third round Jourdain, c'est presque rendu un fighter mythique au stade où on se parle. Donc, comment ça se traduit dans ce match-up-là, ça? Parce que on le sait pas. Évidemment, Cron Gracie va probablement vouloir se battre au sol, même si c'est un willing striker. Puis encore là, je vais lui donner le props que si on regarde tous les Gracie actifs en MMA, c'est probablement, en plus d'être le meilleur grappler de tout eux, probablement le meilleur striker de tout eux. Est-ce que ça fait de lui un bon striker en général? Pas vraiment. On l'a vu contre Cobb Swanson. Puis je pense que Charles Jourdain et Cobb Swanson, ils ont des styles qui sont comparables ici. Donc je pense que il y a vraiment de quoi à faire là, mais c'est sûr que ça va toujours être dangereux. Aller au sol avec Cron Gracie, c'est dangereux en tabarnak. S'il y a un combat où Charles Jourdain, je pense, ne peut pas vraiment full se permettre de se faire takedown plus d'une à deux fois, parce que je pense que Charles est quand même bon puis conscient que, quand il se fait takedown de comment follow through le mouvement pour créer un scramble rapidement puis se relever. Puis oui, ça peut jouer à son avantage, comme ça peut lui faire prendre son dos debout contre la cage, un peu comme il est arrivé contre Burgos. Puis ça sera un nightmare scénario dans ce combat-là. Mais honnêtement, la raison pourquoi je vais pick Charles ici, c'est parce que Cron Gracie, ça fait des millénaires qu'il ne s'est pas battu. Puis honnêtement, il y a des fighters qui ne se battent pas pendant 3-4 ans, mais que tu le sais qu'ils sont dans le gym. Puis aussi, ils ont des blessures, fait qu'il faut qu'ils prennent du temps off. Mais généralement, ils s'entraînent. Cron Gracie, nobody knows where he was at. Personne ne le sait, ce qu'il colissait. Je pense qu'il est allé dans le bois, chasser puis pêcher, puis quasiment le genre vivre comme de la simplicité volontaire dans le bois. Comme je vous ai dit, le gars, c'est un nasty de weirdo. Puis honnêtement, je ne sais pas jusqu'à quel point il s'entraînait. Puis la dernière fois que Cron Gracie s'est battu, Charles Jourdain est encore un jeune combattant en développement. Puis Charles Jourdain, non, il n'a pas gagné tous ses combats. Même, il en a perdu 2 de suite là, en ce moment. Puis il n'est pas dans une full bonne position dans ce combat-là. S'il était pour perdre ce combat-là, ça pourrait, je pense pas qu'il se ferait cut parce que clairement, c'est le Canadien le plus marketable sur toute le crise de roster. Puis ça, je pense qu'il n'y a personne qui peut dire un argument contre ça. C'est comme le seul fighter canadien que tu vas sur MMA, Twitter, anglophone, le monde sont hype de le voir se battre. Toutes les autres, on est content de voir Barrios se battre, mais je vous apprends rien en vous disant qu'aux États-Unis, là, genre, en dehors du monde qui s'entraîne au Sanford /Killcliff /whatever,
il n'y a pas vraiment beaucoup de gens là, qui sont genre « Oh shit, Barrios book, I can't miss that ». Jourdain, c'est un peu rendu ça, même pour les partisans non canadiens, non québécois. Donc, il est très marketable. Je pense pas qu'il se ferait cut avec une défaite ici, mais ça peut pas être bon là, pour sa carrière comme tu rentres dans ton prime de genre perdre un troisième combat consécutif. Puis il s'est retrouvé avec une fiche de 13-7 avec un draw, ce qui est crissement pas excellent, là, on va se le dire. S'il était pour perdre ce combat-là, même si on s'entend que le gars, puis c'est là que je veux en venir, là, il n'a pris que des challenges. Là. Que Nathaniel Bois, Shane Burgos, Duo, Choi, André Fili, Desmond Green, puis tous ces combats-là, toute cette expérience-là qui est accumulée dans la victoire comme dans la défaite, c'est des affaires qui build dessus, que Kron Gracie, on ne le sait pas ce qu'il a fait dans les 3 dernières années, puis on ne le sait pas non seulement s'il s'est amélioré, s'il s'est vraiment entraîné, est-ce qu'il va se pointer et être exactement le même fighter qu'on a vu il y a 3-4 ans? Puis si c'est le cas, est-ce que ça, c'est assez pour battre Charles Jourdain, la version améliorée de Charles Jourdain qu'on a aujourd'hui? Puis si c'est pas entraîné, c'est pas juste une question de revenir dans la cage, puis whatever. Là, on parle de potentiel ring rust, parce que non, je pense pas que Kron Gracie est l'athlète de niveau mondial qu'Henry Cejudo est. Là. Loin de là, je pense un gars qui fume beaucoup de weed, qui est très bon en jiu-jitsu, mais qui passe probablement plus de temps à écouter des podcasts de Eddie Bravo que à actually s'entraîner. Honnêtement, je pense que c'est un peu ça le read là, sur lui. Il est bizarre, puis je ne sais pas. Je pense que Jourdain va le battre, honnêtement. Je peux que Charles Jourdain dans ce combat-là, les chums. Puis si Kron Gracie avait été actif dans les 3 dernières années, même s'il y avait eu des victoires, des défaites, puis c'était ordinaire son affaire, j'aurais eu tendance peut-être à le pic dans ce combat-là. Parce que comme je dis, Charles, on dirait que des fois, il faut qu'il goûte au meilleur de son adversaire pour dire « OK, c'est ça le mieux qu'il peut m'offrir, je peux faire de quoi contre ça ». Puis goûter au meilleur de Kron Gracie, c'est probablement juste se faire soumettre direct, malheureusement, même si t'es un beau grappler toi-même. Fait que si Gracie avait été plus actif, j'aurais eu plus de misère. Puis je pense que je l'aurais piqué dans ce combat-là, mais non seulement il n'a pas été actif, puis c'est comme le consensus de tout le monde que tu écoutes, c'est genre, on le sait pas, il était où, Kron Gracie, mais il semblait pas être tant dans le gym que ça. Donc, c'est juste très dur de pick Kron Gracie ici, honnêtement. Là, je vais y aller avec Jourdain, sans aucun doute. Puis, pour la méthode, pour être un third round TKO, ça ne me surprendrait pas du tout. Ça pourrait être une décision aussi parce que Kron Gracie, on l'a vu se faire comme très bien péter par Cub Swanson dans un combat où c'est comme clair assez vite qu'il n'y avait pas beaucoup d'espoir pour lui, puis il a quand même gagné le respect de tout le monde, disons-le ainsi, en n'abandonnant pas puis en continuant à se battre dans ce combat-là, malgré le fait qu'il s'est fait complètement déclasser là, par Cub Swanson. Donc, le gars, il est tough, puis il va probablement être là pour se battre, même si ça ne marche pas à sa façon. Donc, tu sais, j'hésite entre third round finish TKO pour Charles ou une victoire par décision où il y a peut-être un premier round que t'es genre, je sais pas trop qui a gagné cette round-là, mais que là, plus le combat avance, plus que Kron, t'es genre, ouais, commence à paraître, ça fait longtemps que c'est pas battu, puis que t'as Jourdain qui vise Super Saiyan de ronde en ronde. Fait que, non, c'est ça, j'ai Charles, peu importe la méthode. Ensuite, Drew Dober, Matt Frevola, combat absolument incroyable que j'aimerais vous parler pendant très longtemps encore, mais tu sais, mon bottom line ici, c'est que je pense que Matt Frevola, bon action fighter, pas mauvais striking, très mauvais défensivement, là, est absolument hittable, genre comme jamais, honnêtement. Puis c'est très dangereux d'être comme ça au premier round face à Drew Dober. C'est ça, je pense que tout ce que Matt Frevola fait, Drew Dober est capable de le faire. Peut-être pas mieux, mais de façon plus explosive, de façon plus rapide. Tu as comme un gars qui est vraiment un athlète ici, puis tu as l'autre gars qui est un brawler qui travaille très fort dans ses combats. Puis dans cette situation-là, je pense que j'ai pas le choix de piquer l'athlète, puis c'est Drew Dober. Puis ça pourrait être un first round TKO parce qu'on a vu Matt Frevola, c'est pas mal un de deux. C'est soit un gars qui se fait allumer en 10 secondes ou un gars qui voit qu'il est capable de prendre tes punches, donc sa confiance va through the roof. Puis là, il devient très, très difficile, voire même impossible à finir. Fait que j'ai Dober ici. Dans ce combat-là, ça nous mène à Kennedy Nzechukwu, Devin Clark, un bon shit show chez les 205 livres ici. En deux gars qui, honnêtement, sont pas loin du top 15, même s'ils sont pas excellents. Puis, Devin Clark m'a juste prouvé ne pas être excellent. Il est juste assez bon pour battre
des low-level light heavyweight, mais tout le reste, le monde qui sont rankés ou proches de light, il y a vraiment de la difficulté contre eux. Puis Kennedy Nzechukwu, c'est le gars que je voyais comme ça. Tu sais, qui est arrivé, le monde était là, c'est un bon prospect et tout, mais je voyais juste pas le prospect dans lui, honnêtement. Puis, forcé d'admettre que plus il se bat, plus il est impressionnant, plus visiblement sa game se développe. Puis, il est en train de devenir un combattant très raisonnable. Puis, je pense juste qu'il va avoir un avantage de physicalité ici là, pour lui. On a Devin Clark qui est un gars de 6 pieds qui a tendance à comme, être un peu désavantagé physiquement contre la majorité des light heavyweight, mais qui travaille tellement fort, donc il make up for it. Puis, tu as une Nzechukwu que je dis pas que c'est un super athlète ni rien, mais le gars, pour le même 205 livres, est sur un frame de 6 pieds 5 avec un reach de 83 pouces, ce bas gaucher. Il y a beaucoup d'affaires dans sa game qui le rend un match-up particulier, contrairement à Devin Clark qui est juste vraiment le light heavyweight un peu jambon qui va essayer de swinger beaucoup d'overhand puis qui va essayer de te grapple beaucoup contre la cage. Puis je pense que Nzechukwu a prouvé là, dans ses derniers combats être capable de dealer avec ça, même si Devin Clark, une fois de temps en temps, va te sortir un win comme contre Down Jung, que t'es là, il me semble qu'il n'aurait pas dû gagner ça, mais il a gagné ça mort. Ça pourrait être encore le cas ici pour Clark, sans aucun doute, mais je me dois forcer de pick Kennedy Nzechukwu ici, ce qui nous mène à Chaos Williams contre Rolando Bedoya, un combat que je ne peux pas vous expliquer du tout pourquoi ça va avoir lieu. Parce que souvent, quand tu vois ça, un combattant établi qui, arguably dans le top 30 d'une division où il y a genre 100 fighters, là, Chaos Williams, se retrouve contre Rolando Bedoya qui fait ses débuts avec l'UFC dans ce combat-là. Puis honnêtement, quand tu vois ça, t'es genre, OK, ben, ça doit être un short notice. C'est comme Chaos Williams devait se battre contre X-Fighter qu'on connaît, puis là, il y a eu une blessure, donc Bedoya le remplace. Mais non, c'est vraiment un combat qui a été booké là, from scratch comme ça. Chaos Williams, Rolando Bedoya. Welcome to the UFC, Rolando. Puis Rolando, c'est un fighter super le fun, honnêtement, là, de ce que j'ai vu de lui, ce qui n'est pas beaucoup. Ça a l'air d'être un all-action fighter. Puis souvent, avec les all-action fighters, c'est qu'ils ont beaucoup d'offensive et très peu de défensive. Puis j'aimerais pas ça être un mauvais combattant défensif contre Chaos Williams, qui est un power striker, qui de plus en plus là, connaît son pace, sait à quel pace se bat, puis des fois, il n'est pas nécessairement en avance dans ses combats, mais il sait que, tu sais, il va trouver son moment pour lander sa shot. Puis souvent, ça se passe quand il y a un adversaire très agressif qui se punch into the clinch puis qui est capable de générer immensément de power sur des très courts shots, soit en se séparant du clinch, soit dans un adversaire qui essaie de recklessly rentrer dans le clinch. Puis c'est de ça que Bedoya va faire. Fait que je pense que Chaos Williams va peut-être le finir ici, probablement même quelque part au premier ou deuxième round. Ensuite, Marina Rodriguez, Virna Jandiroba. Dans un combat qui, on dirait, la trajectoire me fait douter. Parce qu'honnêtement, j'ai vu Marina Rodriguez battre des gens qui ont battu Virna Jandiroba assez facilement. Puis je le sais que Styles make fight, puis qu'on ne peut pas faire du MMA mat, mais Marina Rodriguez, avant sa défaite contre Amanda Lemos, je s'en allais dans un title shot. C'est elle qui le méritait le plus. C'était comme 5-6 victoires consécutives. Puis le gars de Bloody Elbow, Zane Simon, que j'écoute souvent ses previews, faites une comparaison, Marina Rodriguez, Charles Jourdain, puis je l'aille pas cette comparaison-là parce que tu as deux très bons strikers agressifs qui lancent un bon volume sur leurs adversaires, mais qui défendent moyen bien les takedowns, puis qui au premier round ont tendance à se faire takedown, puis justement, Rodriguez aussi, il faut un peu qu'elle goûte au P de son adversaire dans le but de dire, OK, c'est ça que j'ai overcome, fait que let's overcome, puis là, elle travaille pour overcome ça, puis ça fait que c'est probablement la combattante qui a la moins bonne takedown defense, qui se fait le moins contrôler au sol, généralement, dans ses combats. Et puis, Jandiroba, ben, après, ça a été fait complètement humilier debout en striking par Mackenzie Dern. Oui, elle a travaillé sur son striking. Non, c'est pas encore rendu au niveau d'un Marina Rodriguez. Ça ne le sera pas probablement jamais. Donc, est-ce que Jandiroba va être capable de take down de Rodriguez assez pour la dominer au sol puis gagner ce combat-là? Je ne penserais pas. Puis pourquoi je dis que la trajectoire de ce combat-là me fait douter, c'est que
Tu sais, je pense qu'il y a eu beaucoup un effet de déflation sur le hype de Marina Rodriguez après sa dernière défaite face à la chum que je viens de nommer, là, Amanda Lemos, exact. Et puis, Jeanne Diroba, elle, depuis sa défaite un peu qui avait eu le même effet, je pense, contre Mackenzie Dern, elle a look good, puis elle a sorti des bonnes performances contre des bonnes combattantes. Elle a vraiment prouvé son top 10 status dans la division. Fait que c'est une combattante, je pense, Jeanne Diroba arrive avec un peu plus de hype que Marina Rodriguez qui a vu son hype éclater là, dans son dernier combat. Donc, c'est une combattante que t'es genre, elle m'a déçu le dernier coup. Jeanne Diroba ne cesse de me surprendre. Fait que c'est ça qui me fait douter un peu, mais match-up-wise, sur papier, le Rodriguez, she's got this all day. Fait que j'ai Rodriguez par décision. Ensuite, on tombe sur les early prelims. Braxton Smith, Parker Porter, deux gars identiques. Il y en a un qui est blanc, l'autre est noir, mais t'es comme des petits heavyweights en grandeur, mais qui coupent presque du poids pour faire 265. Là. Donc, des gars aussi larges que grands. Puis, ils sont tellement différents dans leur style parce que le chum Parker Porter, c'est vraiment le technical heavyweight fighter, tu sais, qui est comme gros, puis qui a l'air d'être lent, puis tout, mais que, il est moins lent que prévu, il bouge mieux que prévu, il est plus agile que prévu, il strike mieux que prévu, il fait tout mieux que prévu, puis finalement, il te bat. Puis Braxton Smith, lui, ben, c'est un first round finisher, là, littéralement. Puis malheureusement, j'ai fait l'erreur de pick Parker Porter contre Justin Tafa. En disant, Justin Tafa, il est pas bon, là, il a juste une patate, puis il peut te knocker, mais Porter est tellement meilleur que lui, puis on se retrouve dans un scénario identique ici, où Porter, selon moi, est immensément meilleur que Braxton Smith partout en MMA. But it's heavyweight, puis l'autre, il frappe très, très fort, puis il va probablement knocker Parker Porter au premier round, parce que quand Parker Porter perd, c'est de même qu'il perd. Donc, Braxton Smith, first round TKO, je me ferai pas pogner deux fois. Ça nous mène à Felaz contre Ikram Aliskerov, un gars qui fait ses débuts dans l'UFC avec une fiche de 13-1, nous vient de la Russie, évidemment. Et puis, son 1, c'est une défaite par knockout, uppercut face à Hamzat Chimaev. Fait que là, ça vous pop peut-être dans la tête, là, vous l'avez vu, ce highlight-là où Chimaev expulser un gars dans une autre division, dans une autre dimension, c'est-à-dire avec un uppercut. Ben, c'est Ikram Aliskerov, c'est la seule fois qu'il a perdu dans sa carrière. Il y a comme 5-6 victoires depuis. Et puis, fait ses débuts UFC face à Felaz dans le combat qui est peut-être celui qui me donne le plus de misère sur la carte, en dehors genre du main event. Parce que, écoute, je trosse pas Felaz, man. Je veux aucunement confiance. Mais c'est parce que ce match-up-là, si tu regardes ça, le style-wise, Felaz, il est bon. Il est très bon. Il est rapide, il est explosif. Lui aussi, c'est un super athlète. C'était un des meilleurs lutteurs collégiales de sa crop avant qu'il fasse le saut en MMA. Puis c'est devenu un super prospect en MMA à cause de ça. Puis là, il est arrivé au Contender Series. Puis là, il s'est fait head kick par Julian Marquez dans un fight qui gagne absolument. Puis c'est comme le premier glimpse qu'on a eu de Felaz, qui est un excellent combattant. Quand il est capable d'être sur l'instinct. C'est un instinct fighter. Il ne faut pas que ce gars-là réfléchisse. Puis dès qu'il se met à réfléchir, ça fall to shit, man. Puis ça fall to shit badly parce qu'il se fait tout le temps knocker. Puis je pense que il n'a pas le meilleur menton, évidemment. Mais je pense que c'est beaucoup. Son menton est mental, si vous voulez. Parce que c'est pas. Oui, contre Julian Marquez, c'était un peu soudain comme knockout. Puis oui, c'était crissement en tête comme headkick. Il faut y donner. Puis c'est rien que ça qui est arrivé. Puis il s'est fait knocker. Mais dans beaucoup d'autres combats, tu vois, Felaz, ça va bien. Puis il fait ses affaires. Puis là, dès que ça se met à moins bien aller, le gars, il est comme là, il est plus sur l'instinct. Il est plus sur le flow. Puis là, il commence à réfléchir. Puis là, plus qu'il réfléchit, moins qu'il prend des décisions. Puis là, tu le vois. Tu vois le moment où Felaz s'est mis à trop penser, puis que tout a fall to shit. Puis c'est souvent après ça qu'il se fait knocker. Puis tu sais, oui, quand tu te fais allumer fret, tu te fais allumer fret. Mais je pense que le fait que le gars, ça marche plus. Clairement, tu vois que c'est un fighter qui devient dans sa propre tête quand ça se met à plus marcher. Au lieu de dire, non, je vais m'ajuster, je vais continuer à me battre fort. C'est pas parce que j'ai des moins bons moments à live que j'ai perdu le combat. Ça en est un là, que genre, ça va bien, ça va bien. Puis là, mais non, ça va plus bien, là, ça va plus bien. Puis là, ouais, il s'est fait knocker. Mais ça se met toujours à plus bien aller avant qu'il se fasse knocker, à part contre Julian Marquez, comme j'ai dit. Fait
ça me porte à croire que c'est pas nécessairement son chin le problème. C'est que le gars, il vient dans sa tête, panique, et plus dans son fight, puis là, il se fait finir, puis c'est plus facile de finir un gars qui est plus dans son fight, puis qui panique, puis qui cherche un peu un way out parce qu'il n'y a plus aucune calice d'idée de ce qu'il veut faire, puis c'est des power punchers souvent qui le finissent avec ça. Puis Alice Karov n'est pas ça. Il n'est même pas un puncher. C'est pas un striker. C'est un spam wrestler. C'est un lutteur. Le gars va vouloir le lutter jusqu'à sa mort. Puis Philippe Haas, c'est un des meilleurs lutteurs collégiales de son époque, qui est probablement un meilleur athlète, qui est probablement plus fort et explosif que son adversaire. Puis c'est pour ça que j'ai de la misère. Parce que Alice Karov, sur match-up-wise, style-wise, n'est pas le gars qui bat Philas. Mais je le trosse pas, Philas. Je le trosse pas pantoute. J'ai pas envie de le pick, Philas, pantoute. Parce qu'Alice Kerov, c'est comme. Ces Russes-là, man, c'est comme. Ils arrivent tous avec le même style. Puis il y en a que ça marche, là. Il y en a qui ça marche tellement bien que c'est Khabib, puis Islam Makhachev, puis nomme-les, là. Il y en a des milliers. Puis il y en a d'autres que ça marche pas pantoute. Il y en a d'autres que ça marche pas pantoute. Puis ça vient des Gadzi, Omar Gadziev ou des. On en a eu des Karim Abdul Edilov, des gars de même, des Shamil Gamzatov, des affaires de même que ça marche rien que pas. Ça marche pas. Ça ne transfère pas au niveau de l'UFC. Et puis, tant que tu ne l'as pas vu faire, tu ne peux pas le savoir. Puis Alice Karov, c'est un ou l'autre. Fait que c'est soit qu'il va arriver là, puis il va essayer de spam wrestle Philas, puis il sera pas aussi athlétique, il sera pas aussi fort, puis Philas va réussir à défendre beaucoup de takedowns, le Russe va être fatigué, puis là, Philas va pouvoir enter son flow state, puis réagir sur l'instinct, puis sortir une performance incroyable que t'es genre, wow, Philas, quel fighter extraordinaire, jusqu'à son prochain combat, quand tout va fall to shit, puis il va se faire knocker badly par un fighter moyen. Ou Alice Karov va juste arriver là, mettre un paquet d'esti de pression sur Philas, le faire réfléchir à la tonne, puis même si c'est pas un power striker, même si c'est pas quelqu'un qui peut y fermer ses lumières, il va juste complètement le sortir de sa game parce que le Haas n'aura pas le temps d'être sur l'instinct et d'être dans son flow state parce qu'il y a juste un gars qui est un pot de colle puis qui ne le lâchera pas, puis qui va lui mettre de la pression puis qui va essayer de le clincher contre la cage, puis qui va shooter des takedowns, puis d'autres takedowns, puis d'autres takedowns, puis du clinch, puis du takedown, puis des clinch, puis d'autres takedowns, puis d'autres takedowns, puis du clinch. Puis c'est ça, je vais piquer Alice Karov parce que je trosse pas Philas, mais je ne sais quasiment pas qui va gagner ici. Ce qui nous mène à un autre combat fascinant, selon moi. Raphaël Estevam, Zhalgas Zhumagulov. Zhumagulov, qui est un excellent fighter, selon moi, là, honnêtement. Même s'il est 14-8 et 1-5 dans l'UFC, selon moi, ce gars-là, c'est comme vraiment pas loin d'être un top 15 flyweight. C'est juste qu'à chaque hostie de combat, il se fait crosser, il perd la split decision, puis à son dernier combat, il s'est tellement fait crosser qu'il a pris sa retraite. Là. C'est comme souvent, Zhumagulov, ces combats, t'es genre, c'était vraiment serré, je ne sais pas qui va gagner, puis là, il y a un des deux juges, il y a un des trois juges qui donne le combat, puis les deux autres le donnent à l'autre, puis t'es genre, je suis pas sûr que c'est la bonne décision, mais je peux pas être mad. Son dernier combat, c'était comme la première fois que tout le monde était là. OK, Zhumagulov va finalement gagner ce combat-là. Puis finalement, il a pas gagné ce combat-là, c'est scorecard, après avoir mangé 613 coups d'un notes, puis un paquet d'épaule, puis toute la patente. Puis non seulement ça, mais il gagnait, il avait vraiment du succès dans ce combat-là. Puis là, il perd Yank. Puis là, il est genre, what the fuck? Je décolle ici, je prends ma retraite, c'est de la style de merde. Mais là, quelques mois plus tard, il voulait se rebattre. Mais il voulait aller se rebattre en Tchétchénie pour Ramzan Kadyrov, puis sa promotion. Puis l'UFC a fait, non, c'est parce que c'est sous contrat ici, fait que si tu te bats ici. Donc, il se back, puis il va affronter Raphaël Estevam, qui honnêtement, dans tous les derniers match-ups que tu voyais Zhalgas Zhumagulov avoir du succès, puis gagner ces combats-là, basically, tout en les perdant par split decision au final. Comme Raphaël Estevam, d'un, ne ressemble à aucun de ces combattants-là, puis de deux, c'est comme, il est gros, il est 5 et 8, c'est un gars de Nova União au Brésil, puis il a vraiment le style Nova União wrestler, tu sais, t'as les combattants de Nova União, puis t'as José Aldo, puis oui, tu sais, José Aldo influence beaucoup le style de Muay Thai des combattants de Nova União, mais si tu regardes le combattant moyen de Nova União est genre un crise de bon lutteur pour un Brésilien qui cherche principalement à amener ses combats au sol puis à faire mal à ses adversaires-là. Puis Estevam, c'est exactement ça qui est là. Il va chercher des takedowns. Comme je dis, il est gros, mesure 5 et 8. Il a un bon frame pour flyweight, 69 pouces de reach. Donc, il va avoir le reach advantage sur Zhumagulov ici. Puis, il va vraiment essayer de mettre de la pression puis de le bully, de l'amener au sol. Son ground and pound est excellent. Sa submission game est excellente. Honnêtement, c'est rare que je check un gars qui rentre dans l'UFC de nos jours puis genre, hey, il est prometteur, lui, j'ai hâte de voir la suite des choses. Puis,
honnêtement, c'est le cas pour Estevam. Donc, je vais le pick. Puis ça peut peut-être juste dire qu'il va donner un asti de fight ultra serré. Puis que cette fois-là, Zhumagulov va gagner une split decision pour la première fois de sa vie ou presque. Mais je peux pas vraiment mettre là-dessus entre vous et moi. Donc, je vais pick Rafael Estevam. Et ça nous met au premier combat de la soirée. Joseph Holmes, Claudio Ribeiro. Et puis, je fais pas confiance à aucun des deux, mais t'en as un que c'est genre un super athlète, puis l'autre, c'est comme un gars qui est grand, puis qui est long, puis t'es genre, tu devrais être un bon striker, toi, puis là, tu le check striker, tu te fais taguer que le 5 lisse malgré son reach advantage sur tout le monde. Puis là, il est genre, fuck, ça marche pas par tout, puis les bodylock un gars dans le clinch, puis il essaie de le take down. Puis s'il est capable, c'est pas un mauvais grappler. Puis s'il n'est pas capable, ben ça marche pas. Puis Claudio Ribeiro, c'est pas un excellent fighter ni rien. Il s'est fait beaucoup contrôler dans le clinch, étrangement, à son premier combat dans l'UFC, où il semble avoir complètement shit de bed. C'est comme. C'est méchant ce que je vais en dire, mais ce gars-là, c'est un peu Michel Pereira, mais sans genre la bonne technique de quand Michel Pereira est genre, OK, ben là, je vais arrêter de niaiser, puis je vais actually être un bon fighter. Et il est capable de faire ça, Pereira, des fois. Ribeiro, non, c'est juste comme Michel Pereira, mais juste le côté super goofy, puis rien du reste. Fait est-ce que ça va lui donner une bonne carrière dans l'UFC? Sûrement pas, mais est-ce que c'est assez pour battre Joseph Holmes qui va sûrement essayer de s'imposer physiquement contre lui quand Ribeiro est comme pas grand-chose sauf un spécimen physique? Donc, on dirait que la seule manière que Holmes a de gagner ce combat-là, c'est genre la pire façon que tu peux t'imaginer de te prendre pour essayer de battre Ribeiro. Donc, je vais pick Ribeiro, man. Ça a l'air, c'est ça le pick, même si j'en trosse aucun des deux. Et puis, ça va conclure, les chums. Analyse de position complète pour l'UFC 288. Laissez-moi un like si vous avez aimé. Sinon, ben, laissez-en pas. Qu'est-ce que je fasse? Mais ça serait gentil si vous faisiez ça, honnêtement. Là, je serais honoré, Chris. Mais ça serait fin. Abonnez-vous et tout, tant qu'à être là. Et puis, on se voit là.